Salut à tous, c'est Hunter404, bienvenue sur Zone 404, ma chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va voir le deuxième épisode de la série Les Anneaux de Pouvoir du Seigneur des Anneaux. Alors, épisode pour le coup qui vraiment est riche en rebondissements parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous avais donné pas mal de détails sur voilà, comment je peux interpréter les choses. Et c'est vrai qu'on avait eu, entre guillemets, un panel d'informations assez important, mais voilà, on restait sur un départ, on va dire, un petit peu poussif sur certains aspects. Est-ce que du coup ce deuxième épisode va convaincre davantage beaucoup de personnes qui voilà, estiment que la série n'a potentiellement pas sa place, qu'elle n'est pas intéressante? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet épisode. Alors pour cet épisode, ce qui va être un petit peu plus simple, ça va être de refaire un petit peu le tour des personnages principaux les uns après les autres pour voir s'il y a eu quelques petites infos supplémentaires, des évolutions, etc. Et je vous propose directement de passer aux nains, parce que pour moi, je vais vous dire quelque chose, même si forcément, étant entre guillemets fan, et je le redis encore dans cette vidéo, comme j'ai dit dans celle d'avant, je dis bien fan avec des guillemets, étant donné que j'ai lu Tolkien, j'ai lu le Silmarillion, j'ai lu beaucoup d'écrits sur Tolkien, mais je suis très loin d'être aussi, on va dire, aussi performant dans les, voilà, dans le savoir que beaucoup d'entre vous. Donc je me réserve je me réserve le droit de faire quelques erreurs. Mais en tout cas, ça m'empêche pas aussi d'apprécier la série pour ses points forts. Et clairement, il faut le dire, le point fort central de la série, c'est qu'elle est de toute beauté. Franchement, je suis désolé, mais comme moi, là j'en viens justement au nain exprès pour cette raison. Quand vous avez vu le passage où Elrond finit par rentrer dans dans Khazad-dûm, donc le domaine des nains, mais je veux dire, mais j'en ai pris plein les yeux, je sais pas vous, mais c'est dingue. C'est franchement, mais s'il y a 20 ans, mais même 10 ans, on m'aurait donné des graphismes comme ça, franchement, mais quand j'ai vu Khazad-dûm comme ça, avec les images de... Wow, mais j'en ai pris plein la vue, c'était incroyable. Et pour le coup, vraiment, là, je dis ça en toute objectivité, la série, enfin, visuellement, c'est un triomphe. Pour dire... Après, bien entendu, vous me direz, il y a énormément de budget derrière, je vous l'accorde. Mais faut rendre à César ce qu'il y a à César. Franchement, graphiquement, c'est juste incroyable. Moi, j'ai eu des étoiles dans les yeux tout le passage où Elrond était à Khazad-dûm. Alors du coup, pour retracer un petit peu ce qui s'est passé dans cet épisode par rapport aux nains, dans la fin de l'épisode 1, on avait vu que Elrond avait été missionné par Gil-galad de s'entendre en fait avec Celebrimbor pour justement essayer de mettre au point pour un de ces projets qui a l'air bien mystérieux. On se demande de quoi il parle, entre guillemets, les anneaux de pouvoir, vous l'avez compris. Pour ce projet, voilà, très mystérieux, il aurait besoin d'une forge, mais d'une forge, entre guillemets, d'une capacité de travail, d'une puissance extraordinaire. Et évidemment, il a pensé aux nains pour la main d'œuvre et pour l'aider à obtenir cette forge. Parce que, il faut savoir quelque chose, c'est que les nains descendent de mémoire, je crois, du Valar Olei. Et le Valar Olei, c'était le Valar, entre guillemets, forgeron, on va dire le Héphaïstos du monde de Tolkien, plus précisément. Et du coup, voilà, Elrond se rend chez son vieil ami, en fait, Durin, du coup, Durin 3, non, Durin 4, pardon, qui en fait est, on va dire, le prince de Khazad-dûm à ce moment-là. Et en fait, il se fait rejeter, tout simplement, on l'a tous vu, hein, parce que du coup, Durin est énervé, qu'il n'ait pas pris des nouvelles, étant donné qu'ils n'ont pas la même durée de vie, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, entre guillemets, dans tout ce passage, c'est ce moment où, quand Elrond, pour pouvoir rentrer dans Khazad-dûm, invoque un rite, un vieux rite des nains qu'ils peuvent pas refuser, entre guillemets, genre une sorte de duel, en fait, où ils cassent des pierres. On voit bien qu'en fait, Elrond en avait encore sous l'aile, et au final, il casse sa... Du coup, je sais plus si c'était une pioche ou un truc comme ça, il casse sa pioche, et en fait, on lui en redonne une, et il s'arrête, et il arrête là. Alors, beaucoup se sont demandé, mais pourquoi au final pour quelle raison il aurait pu continuer, il aurait pu gagner? Mais en fait, c'est ce qui me semble le plus logique, j'en ai discuté avec certains, et effectivement, c'est ce qui semble le plus logique, c'est que, en fait, il sait très bien qu'il y a une situation tendue où, en fait, il a besoin de réponses, il a besoin de l'appui de son ami Durin, et en fait, je pense que, en gros, il s'est rendu compte que, pour flatter peut-être son ego, son orgueil, parce que oui, les nains ont de l'orgueil, et il faut passer par là souvent pour avoir des affaires avec eux,
Eh ben en fait, Elrond il est malin, il est vicelard. Hein. C'est qu'il sait qu'il faut flatter l'orgueil de Durin, et du coup, il le provoque en duel, et en fait, on se rend compte que bah, le duel, il le laisse gagner. Sauf que s'il l'avait laissé gagner littéralement, et que ça s'était vu, ça aurait été vraiment la honte pour lui. Alors là, Durin aurait été fou. Et surtout, si jamais il était en mesure de gagner, Elrond, il aurait surtout pas fallu qu'il gagne, parce que imaginez la réaction de Durin si il perd dans son propre domaine à Khazad-dûm, devant ses propres hommes, devant ses nains, à entre guillemets un rite sur lequel bah, qui est entièrement basé sur son peuple et sur ses traditions, et en fait qui perdrait contre entre guillemets les elfes qui sont censés être les pires ennemis des nains. Alors là, mais c'est la honte intersidérale. Là, c'est même plus la peine d'essayer de penser à faire, etc. C'est complètement fini pour Elrond. Du coup, on est beaucoup à penser que, au final, Elrond a fait exprès d'aller jusqu'à un certain stade entre guillemets de compétition, voilà, pour animer la chose, et au final avait prévu depuis le début de laisser gagner voilà, Durin pour après pouvoir parler, affaires, etc. Ce qui s'est écoulé. Du coup, il y a cette scène-là qui m'avait un peu alpagué, et surtout, bah, forcément, la scène un petit peu finale on va dire, de l'arc des nains sur cet épisode, c'est cette dernière scène où en fait on voit, je crois, le père de Durin 4, du coup, donc Durin 3, qui en fait parle du fait que les elfes vont essayer de leur mettre par derrière, et qui en fait ouvre un coffre où on voit pas ce qu'il a dans les mains, mais on voit une espèce de lueur blanche qui brille, etc. Alors, bon, je m'y attendais, hein, mais ça m'a quand même surpris, ça m'a fait rire. Beaucoup de personnes ont pensé tout de suite à l'Arkenstone. Et alors, oui, forcément, cette grosse lueur blanche, une pierre précieuse qui a l'air extrêmement convoitée, etc., magnifique, qui brille de mille feux, et surtout qui est, entre guillemets, on va dire, convoitée par les elfes, parce que je rappelle que dans Le Hobbit, donc Thranduil, le père de Legolas, est très très, on va dire, intéressé par l'Arkenstone, mais sauf que l'Arkenstone, bah, de mémoire, il me semble qu'elle se trouve à l'endroit, à part si avant il y a eu d'autres histoires, mais je sais pas, je sais même pas en fait si elle existe déjà à ce moment-là. Je pense que si quand même. Et théoriquement, bah, si elle a pas bougé de place jusqu'à l'endroit où elle est, quand on voit Smaug, elle est censée être au Mont de Fer, du coup, qui n'est pas du tout le même endroit. Non, par contre, vraiment le plus probable, entre guillemets, c'est ce qui me semble le plus logique, c'est que on va dire, cette pierre blanche qu'on ne voit pas, ben, en fait, ça soit du mithril. Parce que, de mémoire, il me semble que le mithril est extrêmement rare, et Khazad-dûm est le seul endroit, il me semble, en Terre du Milieu, où on peut extraire du mithril directement. Donc ça semblerait complètement logique que bah, tout le commerce prospère de Khazad-dûm parte de là, parce que étant donné que le mithril on ne le trouve exclusivement qu'à cet endroit, et qu'en plus c'est une pierre blanche, voilà, et extrêmement scintillante. Alors on a fait un peu le tour, voilà, des nains. Maintenant je voudrais parler un peu plus précisément de ce mystérieux homme barbu, dont on a parlé à la fin du dernier épisode, parce que bah, beaucoup de théories ont circulé par rapport à lui. Les deux grosses théories qui circulent, c'est est-ce que c'est un Istari, entre guillemets potentiellement Gandalf, ou est-ce que ça peut être éventuellement Sauron. Mais il faut savoir que j'ai pas mal penché pour Gandalf, entre guillemets, au début, et pourtant, bah, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, Gandalf, techniquement, n'est pas censé être encore dans la Terre du Milieu, c'est-à-dire que Gandalf n'arrive que à l'an 1000 du 3e âge, alors que là on est au 2e âge. Et en plus de ça, Gandalf est censé arriver ben, en bateau au Havre Gris. Donc, bon, déjà, ça semble plus compliqué. Et en fait, ce qui m'avait au début laissé penser que je me suis dit, ah, ça pourrait être Gandalf, c'était, vous savez, ce moment par exemple où je crois qu'il s'énerve ou il crie, et ça donne vraiment l'impression de Gandalf quand il élevait la voix avec on voit le ciel qui s'assombrit en fait à ce moment-là, donc comme une sorte de magie un peu des Istari, on voit le ciel qui s'assombrit, cette voix rauque comme ça qui résonne comme quand Gandalf a engueulé Bilbon, ça effectivement c'est fait exprès. Ce moment typiquement où je sais plus exactement ce qui se passe, de mémoire c'est je sais plus, il fait un geste avec un bâton, et en fait ça provoque une fracture à la cheville du père de Nori, non loin de là. Donc un peu comme une sorte il récupère un bâton, ça lui donne une occasion de faire de la magie, c'est un peu le clin d'œil. Et aussi il y a cette autre chose où à un moment il récupère des lucioles qu'il met dans sa main, et il a l'air en fait bah,
de parler en fait avec les insectes, comme Gandalf quand il était en haut de la tour de Saruman et qu'il parlait du coup avec un papillon pour lui venir en aide et qu'il amène les aigles. Et en fait, bah, déjà ça c'est un symbole très fort. Et c'est surtout qu'en fait, ben, ça fait vraiment penser à ce moment où il leur parle, il le monte dans la voix, il reprend le même geste en fait comme ça. Donc en fait, quand j'ai vu ça au début, bah forcément comme tout le monde, j'ai pensé un peu à Gandalf. Et en fait, bah, ce qui semble plus logique, c'est de se dire que c'est fait exprès pour laisser induire en erreur et laisser penser que c'est Gandalf justement. Le fait que ça soit un peu un vieillard, un petit peu qui sait pas trop où il est, etc., qu'il arrive un peu comme s'il était catapulté du domaine des Valar, en météorite, ce truc avec la voix rauque, avec le ciel qui s'assombrit, avec les lucioles, c'est des petits clins d'œil, mais je pense qu'ils sont faits exprès pour induire la personne en erreur que c'est Gandalf. Parce que après, derrière, il y a des choses un peu plus, on va dire, troublantes, voilà. Et typiquement, les choses plus troublantes, c'est ben, rien que l'impact de la météorite qu'on voit. Et bien en fait, beaucoup de gens ont remarqué effectivement que le centre du cratère de la météorite représente, mais en tout point, l'œil de Sauron. Donc bon, déjà, ça c'est, vous allez me dire qu'un petit détail, mais mine de rien, ça compte quand même. Et aussi la chose, on va dire, qu'on a effectivement oublié par rapport à Gil-galad, c'est que quand la météorite tombe, de mémoire, il ramasse une feuille qui est extrêmement raide, un peu comme si on lui avait enlevé toute sa vie. Et elle est comme, entre guillemets, parasitée par... ouais, comme s'il y avait du sang coagulant noir qui courait le long de la feuille. Un peu comme si un mal insidieux rentrait, en fait, dans la feuille, dans la vie, en fait. Ben, rien que ça aussi, c'est un symbole assez fort. Et effectivement, ce n'est qu'un détail également. Mais ça rajoute encore une couche. Mais là où beaucoup de gens, en fait, se sont arrêtés sur un détail qui, pour moi, n'est même plus un détail, parce que là, ça passe un cap assez important, effectivement, c'est ben, ce moment où... en fait, je crois que c'est de mémoire, je sais plus les deux hobbits, c'est Nori et je sais plus comment l'autre il s'appelle, Poppy, je crois. Et en fait, Nori tombe dans le cratère. Et en fait, quand elle se relève du cratère, elle tombe dans les flammes entre guillemets. Et elle dit non, mais je me suis pas brûlée, c'est pas chaud. Là, c'est vrai que pour le coup, ça a fait tilt un peu à tout le monde, parce que au final, qu'est-ce que dit Galadriel un épisode avant, quand elle rentre dans l'espèce d'antre, on va dire, glacée, cette espèce de grotte glacée, où en fait elle explique que la marque de Sauron, eh ben, en fait, elle est, on va dire, elle est, entre guillemets, brûlante, mais sans brûler. C'est-à-dire que elle explique que c'est un mal tellement insidieux, tellement froid, que en fait, même la plus vive des flammes, en fait, finalement, ne réchauffe pas à cause de ce mal insidieux et froid, du coup. Donc, est-ce que ça serait un rapport, entre guillemets, par rapport à ça, d'autant plus que ben, un mal comme l'anneau unique qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, eh ben, rappelez-vous de cette scène où Gandalf le met dans le feu pour du coup révéler les inscriptions elfiques autour, et il dit à Frodon, tendez votre main, il n'est pas chaud. Donc, encore une fois, ça rapporte au fait que cet objet, cet anneau unique, est un mal tellement insidieux et tellement froid que n'importe quelle flamme, à part la flamme peut-être d'un dragon, ne peut pas le réchauffer. C'est-à-dire qu'on peut le brûler, ça peut être une flamme à l'état solide, mais ben, tout simplement ça ne brûle pas. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Nori ne s'est pas cramé les fesses littéralement dans le cratère. Donc voilà, c'était à peu près le gros de la vidéo que je voulais voir. Après, il y a encore, on va dire, le passage de Galadriel, mais où là, bah, c'est pas que c'est un peu plus ennuyeux, mais c'est que bon, elle retrouve, entre guillemets, elle nage dans la mer, elle retrouve après voilà, des rescapés d'un espèce de ver qui les a attaqués, où elle tombe sur, je crois que c'est Halbrand, qui au final, voilà, ils arrivent à se serrer les coudes, à essayer de rejoindre la côte ensemble. Le seul truc que j'ai trouvé un peu bizarre dans ce passage, au final, bah, c'était juste un peu, voilà, un peu d'action, mais sans rien de plus. J'ai pas compris pourquoi Halbrand avait presque pas peur, mais on avait presque l'impression qu'il voulait absolument pas dire d'où il venait à Galadriel, où était son village, où il avait été attaqué, etc. C'est comme s'il était extrêmement pudique par rapport à ça. Et effectivement, ça, j'ai trouvé ça bizarre. Alors peut-être que vous aurez une explication en vidéo, enfin en commentaire, mais ça, j'ai trouvé ça assez curieux, entre guillemets, qu'il soit aussi réticent voilà, à vouloir confier ça, pourtant à une elfe, parce qu'il sait que c'est une elfe, du coup, et il avait l'air de deviner, parce qu'il a l'air d'en savoir plus qu'il ne veut bien le montrer, il avait l'air de deviner que c'est une elfe qui, voilà, entre guillemets, a un statut peut-être un peu noble, et peut-être même qu'il a deviné qu'elle s'est échappée d'un bateau qui l'amenait en terre des Valar. On sait pas. Voilà, c'est que spéculation, mais je pense qu'il en sait plus qu'il veut le montrer.
et il a peut-être même des choses à cacher par rapport à ça, donc à surveiller. Enfin, pour terminer assez brièvement, c'est par rapport à Arundel. Il y a eu du coup l'espèce de village où on a vu qu'il a été rasé par une explosion, donc il vient enquêter. Il se passe pas mal de choses entre guillemets avec lui et l'humaine dont il est amoureux. Et en fait, c'est vrai que ce gamin, le gamin de je sais plus comment elle s'appelle, Brunhilde, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Mais ce gamin devient de plus en plus bizarre pour le coup, parce que depuis qu'il y a le sceptre, il y a eu l'explosion. Ensuite, on voit à la fin, il reprend le sceptre, il y a quelque chose avec le sang, je sais plus exactement quoi. Mais on voit qu'il est comme connecté à l'objet, et on se rend compte que déjà, peut-être qu'il a fait des choses qu'on n'a pas forcément vues. Et entre autres, comme beaucoup de gens, je le suspecte d'être l'auteur de l'explosion, parce que on le voit prendre ce sceptre, et après, il n'y a plus rien, on n'a plus d'infos. Donc, comme beaucoup de gens, je me dis, l'explosion pourrait potentiellement venir de lui. Donc déjà, il y a ça. En plus, plus il va conserver ce sceptre et se laisser avoir par un item maléfique de Sauron, plus ça va faire comme l'anneau, et plus potentiellement, ça va devenir peut-être même un personnage antagoniste à la série, qui sait. Donc potentiellement un méchant qui pourrait voir le jour sur les épisodes et les saisons à venir. Mais aussi, la chose que j'ai trouvé bizarre, c'est quand Arundel... Non, c'est pas Arundel, c'est sa mère, du coup, qui arrive dans cette maison, et en fait, se rend compte, du coup, qu'il y a une chose qui arrive, et en fait, voit que son fils était caché depuis le début dans un placard, mais je sais pas vous, mais cette scène, j'ai trouvé bizarre, parce que on n'avait même pas l'impression qu'il était caché en mode j'ai peur, en mode je viens de me cacher à l'instant. C'est comme si, je sais pas vous, mais cette scène-là, j'avais presque l'impression qu'il jouait à cache-cache avec ce truc, en fait. J'ai trouvé sa façon d'être à ce moment-là extrêmement bizarre. Alors dites-moi si je perds la tête ou pas. Mais vraiment, ce passage, cette façon qu'il avait de se cacher et d'interagir avec la situation et la créature, j'ai trouvé ça très chelou. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous attendez de la série. Juste quelque chose, forcément, essayez de donner du temps à cette série, si vous voulez. Moi-même, voilà, il y a des choses forcément qui sont pas cohérentes, etc. Ou des fois des choses que je verrais mieux. Mais je veux dire, laissez le temps à cette série d'évoluer. On peut être très bien surpris, on peut être très mal surpris aussi. Mais voilà, laissez-lui sa chance et on verra ce qu'elle nous amène. Peut-être que ça sera quelque chose de très bien. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Et même j'ai envie de vous dire, je vous dis à demain pour l'épisode 3 sur la série Les Anneaux de Pouvoir, Le Seigneur des Anneaux. Je vous dis donc à demain. Salut!